Bienvenue à tous. 2 ans à peine après la reprise des relations diplomatiques entre Téhéran et Rabat, le Maroc décide donc de rompre ses relations une seconde fois avec l'Iran. La deuxième fois en moins de 10 ans. Nasser Bourita accuse Téhéran et le Hezbollah de soutenir le Polisario, décision qui intervient quelques jours seulement après la révélation par le quotidien Asaba de tunnels construits par les membres du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat, construction sous la supervision d'experts du mouvement chiite libanais, allié de l'Iran. Des armes ont également été fournis au Polisario selon le ministère des Affaires étrangères. Des accusations niées en bloc par le Hezbollah. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis apportent leur soutien à la décision marocaine. Alger parle d'informations infondées de la part du Maroc. Décodage de cette nouvelle rupture des relations diplomatiques entre Téhéran et Rabat ce matin. Vos décodeurs, Jawad Kadodi, bonjour. Bonjour Landry. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hafid Boutaleb également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry. Expert en relations internationales, membre de l'association TISI. En deuxième partie, nous nous posons cette question. Donald Trump va-t-il être le futur prix Nobel de la paix? Et oui, je vois déjà les grands yeux qui s'écarquillent, mais c'est bien le président sud-coréen Moon Jae-in qui a suggéré cette idée que le président américain reçoive ce prix Nobel pour son rôle dans le rétablissement du dialogue avec la Corée du Nord. En retour, Donald Trump s'est dit touché par les propos du président sud-coréen. L'idée est désormais avancée par certains dans le camp républicain aux États-Unis, bien entendu. Alors, quel a été le rôle du président américain dans le dossier coréen? Mériterait-il vraiment cette récompense? Et puis, le prix Nobel de la paix est-il encore crédible aujourd'hui? Le comité Nobel est-il encore crédible aujourd'hui? C'est la question que l'on développera bien évidemment à partir de 9h45. Vos réactions, vos questions sur Facebook et sur Twitter. Les décodeurs atlantiques, c'est parti. Deuxième rupture des relations diplomatiques entre Rabat et Téhéran. La première, c'était en 2009, Hafid Boutaleb. Déjà, ça commence à remonter, mais ça fait quand même deuxième rupture en moins de 10 ans. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que l'hostilité, elle ne vient pas du Maroc, elle vient de l'Iran. Il faut bien que les auditeurs comprennent ça. Le Maroc a tendu la main à plusieurs reprises, mais à chaque fois, les différentes têtes qui constituent l'État iranien agissent de manière détachée de la position officielle de la République islamique et continuent à travailler sur leur agenda. Et aujourd'hui, le Maroc est en train d'envoyer un signal clair à l'Iran qu'il n'est pas question d'avoir plusieurs têtes, une main droite avec laquelle on pactise et une main gauche qui pactise avec nos ennemis directs, ennemis de notre intégrité territoriale. Alors c'est deux ruptures pour motifs différents. La première en 2009 était un motif surtout d'une vision d'un haut responsable iranien qui disait que le Bahreïn était la 14e province. Non, et surtout en 2009, c'était parce que le Maroc avait pointé du doigt l'activisme religieux de l'ambassadeur prosélytisme chiite. Qui faisait du prosélytisme, mais c'était une réalité. Parce qu'on peut pas avoir du jour au lendemain 10 ou 15 000 personnes qui d'un coup se convertissent au chiisme tel qu'il est préconisé en Iran. On peut très bien tolérer, effectivement, c'est l'ouverture d'esprit et c'est louable que des gens veuillent changer de foi parce qu'ils ont compris ou ils ont ouvert les yeux sur des réalités que d'autres ne voient pas, mais que d'un coup 15 000 personnes aient ce saut ontologique, c'est quelque chose qui est plutôt louche. Donc en 2009, oui, il y avait ce prosélytisme pour des objectifs politiques, de créer une minorité chiite qui devient ensuite agissante et qui devient, c'est un peu l'œil de Moscou, comme ce qu'on disait en France dans les années 50 pour les communistes. Les communistes, c'était l'œil de Moscou. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein, cet activisme chiite, c'est un peu l'œil de Téhéran. Après, effectivement, le Maroc aujourd'hui a assoupli sa position par rapport à cette minorité. En échange, cette minorité elle-même accepte le jeu au Maroc, qui est un pays, la majorité sunnite musulmane, sunnite malikite. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que c'est sur un autre front que l'Iran revient, celui de l'intégrité territoriale, alors que jusque-là, on ne le voyait pas, on voyait pas ce pays comme vraiment allié du Polisario. On est très surpris et il faut agir fermement pour remettre l'Iran à sa place dans la région, ici en Afrique du Nord. Il y avait aussi un câble diplomatique qui avait fuité dans Wikileaks. C'est Le Monde qui avait sorti cette information en 2009 lors de la première rupture des relations diplomatiques. Un câble Wikileaks qui disait qu'il y avait une influence de l'Arabie Saoudite dans la prise de position du Maroc parce que en échange, Riyad allait offrir du pétrole bon marché à Rabat. Jawad Kadodi. Oui, alors effectivement, comme a dit mon collègue et mon ami, le Maroc a tendu plusieurs fois la main à l'Iran, mais il ne faut pas oublier
qu'il y a un antagonisme flagrant entre les deux pays. D'une part, l'Iran est chiite, le Maroc est sunnite. D'autre part, au niveau positionnement, le Maroc est un allié inconditionnel des pays arabes du Golfe, et notamment de l'Arabie Saoudite. Et c'est pas le cas de l'Arabie Saoudite et donc de l'Iran. Et en fait, depuis l'instauration de la République islamique de l'Iran par Khomeini en 1979, je le rappelle, les relations ont été mauvaises. D'ailleurs, de 1979 à 1991, l'ambassade du Maroc à Téhéran était fermée. Il n'y avait pas de relation. C'était pas une rupture de relations diplomatiques, mais elle était fermée. Alors, vous avez rappelé, bien sûr, le 2009 pour les deux raisons, l'ingérence de l'Iran dans les affaires religieuses et aussi le fait des attaques de certains responsables de l'Iran contre l'impunité, contre l'intégrité de Bahreïn. Donc, et puis il y a eu donc le rétablissement en 2004 avec donc un chargé d'affaires en 2005 et un ambassadeur en 2006. Donc c'était juste pour rappeler que tout ça n'est pas tombé comme ça. Tout ça, en revenant à l'histoire, montre qu'il y a un antagonisme entre le Maroc et l'Iran. Et le Maroc qui dément depuis hier soir que cette décision de rupture des relations avec Téhéran ait été prise sous la pression de certains pays, autrement dit, on pense bien à l'Arabie Saoudite, c'est certaines accusations qui viennent justement, encore une fois, pointer du doigt le rôle de Riyad dans cette décision. Cette fois-ci, c'est différent, c'est vraiment une complicité avec le Front Polisario et le Hezbollah qui est principalement dénoncée par Rabah Hafid Boutalem. Alors déjà, c'est pas vrai de dire que c'est Riyad, puisque quand l'Arabie Saoudite a rompu ses relations et a entamé un blocus contre le Qatar, le Maroc n'a pas obtempéré, donc on n'est pas, on n'obéit pas. D'envoi d'aide humanitaire, d'aide alimentaire. Mais il y a même une visite de Sa Majesté au Qatar. Voilà, en plein blocus. Alors on peut pas nous dire que nous sommes la voix de Riyad en Afrique du Nord. Cette fois-ci, en tout cas. Non. Et en plus, l'activisme religieux, il n'est pas dénoncé que par le Maroc. Même en Algérie, des partis politiques algériens dénoncent l'activisme et le prosélytisme religieux de l'Iran. À un moment donné, il faut clairement que si effectivement l'État officiel iranien avec Hassan Rouhani à sa tête peut être crédité de une certaine modération, etc., il y a d'autres têtes en Iran qui agissent et à cet État-là officiel d'aller contrôler ces têtes-là, notamment celles des Pasdaran qui sont en relation avec le Hezbollah, qui ont leur propre agenda. Et nous, on peut pas aller critiquer les Pasdaran et épargner la position officielle en Iran. Il y a une question que se pose ce matin beaucoup de gens, c'est quel est l'intérêt pour l'Iran et le Hezbollah de collaborer avec le Front Polisario? Eh ben, vous savez, ce fameux Front du refus qui existe depuis les années 60. Alors c'est quoi le Front du refus? C'est quand plusieurs pays d'obédience socialiste ou socialisante dans les années 60 se sont coalisés pour dire qu'ils allaient faire front à Israël et à tous les plans de l'impérialisme, et donc à lancer une résistance contre l'impérialisme et Israël, etc. Alors c'est une résistance qui dure depuis 60 ans. C'est comme si De Gaulle était toujours à Londres en train de faire la résistance contre... Voilà, c'est pareil. Donc c'est une résistance complètement inutile et qui n'a servi à rien. Par contre, au niveau des slogans, ils ont beaucoup avancé. C'est toujours les slogans qui sont mis en avant. Et aujourd'hui, effectivement, l'Algérie fait partie de ce front du refus. Et pour eux, ça passerait d'abord par la déstabilisation du Maroc. Donc il faut nous expliquer comment déstabiliser le Maroc peut aider à la règlement du conflit israélo-palestinien. On rappelle qu'il y a eu livraison d'armes donc de la part du Hezbollah libanais allié de l'Iran. C'est des missiles qui ont été envoyés. Il y a eu une visite officielle d'une délégation du Hezbollah à Tindouf
pour rencontrer les gens le Polisario, les décideurs du Polisario. En 2016, elle a eu lieu cette visite. Le Maroc ne réagit qu'en 2018. Ça fait 2 ans que le Maroc lance des ultimatums et qui ne sont pourtant, il y a eu pas officiels. Rapprochement entre guillemets entre Rabat et Téhéran. Oui, alors ça fait 2 ans qu'on essaie de tendre la main, mais aucun effort du côté iranien. L'hostilité ne vient pas du Maroc. Vraiment, c'est un recours de dernière. La rupture des relations est un dernier recours. Jawed Kardoni. Oui, alors je crois que la goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit, c'est effectivement ces livraisons de missiles. Et effectivement, si le Polisario dispose de missiles, ça va être très très grave pour le Maroc. Et en plus, les entraînements, donc tout ce qui est, si vous voulez, militaire pour le Polisario. Et donc, je pense que tout cela, c'est, comme je l'ai dit, la goutte qui a fait déborder. Et j'ai beaucoup apprécié, je ne vous le cache pas, la visite de Bourita, qui est allé lui-même en Iran. Oui. Parce qu'on aurait pu rompre les relations diplomatiques, dire simple communiqué depuis Rabat. Et dire à l'ambassadeur iranien de partir et rappeler. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Alors ça signifie, je pense, c'est pas pour défendre mon pays, la bonne foi du Maroc. C'est-à-dire que il a pris ses preuves. Il est allé voir le ministre des Affaires étrangères iranien et il lui a dit, moi je n'ai pas assisté, mais j'imagine, voilà les preuves, voilà. Et donc c'est moi je voudrais rendre hommage à cette position d'aller s'expliquer avant de rompre. Et explication qui arrive 24 heures après, Jawed Kardoni, le dévoilement de preuves de la part de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, d'une volonté, encore une fois, de la part de Téhéran, de créer une bombe nucléaire en cachette des autorités internationales. Oui. 24 heures après, en tout cas. Oui. C'est un bon timing pour le Maroc. C'est une coïncidence, mais en tout cas pour le Maroc, je pense qu'il a agi d'une façon de bonne foi. Il est allé, il lui a montré, et malheureusement, au lieu d'avoir des explications, peut-être qu'ils auraient pu expliquer, dire que c'est pas ça, etc. Eux, ils ont dit tout simplement, le Maroc a rompu parce que il y a la pression de certains pays. Alors, ils citent pas que l'Arabie Saoudite, ils citent les États-Unis et Israël. Oui. Vous vous rendez compte, Israël qui fait pression sur le Maroc pour rompre ces relations, c'est complètement ridicule. Donc je pense que tout cela est très normal et le Maroc a absolument le droit de se défendre, surtout après tout ce qui s'est passé récemment. Donc il faut que le Maroc reste très vigilant. Oui, bon timing ou coïncidence selon vous, le fait que Nasser Bourita aille quelques heures après cette annonce forte du Premier ministre israélien concernant l'armement nucléaire iranien? Alors je suis d'accord avec Monsieur le Président de l'IMRI, c'est une coïncidence parce que le Maroc n'a aucun poids sur le nucléaire, sur le dossier du nucléaire iranien. Aucun. On pourrait imaginer qu'après cette conférence de presse de Benyamin Netanyahou, on puisse également si ça avait été le cas, ce genre d'informations pour limiter la casse et profiter d'une difficulté quelconque. Si ça avait été le cas, Monsieur le ministre des Affaires étrangères ne serait pas allé jusqu'à Téhéran. Et là, il y a un geste clair. Il est allé s'adresser à l'État officiel iranien et pas à cet État profond pan-chiite. Il est allé s'adresser à l'État officiel pour parler aux organes officiels qui sont élus et leur expliquer qu'ils doivent, eux, être à la hauteur de leurs responsabilités et eux, de demander au Hezbollah de ces activités-là. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hafid Boutaleb. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association TISI, expert en relations internationales. Jawed Kardoni également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. On parle donc de cette rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran. Décision marocaine. On parlait de ce déplacement de Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine en personne à Téhéran pour annoncer la nouvelle après, des preuves d'une implication
implication du Hezbollah libanais, donc ce mouvement chiite allié de Téhéran au Polisario, armement, envoi de missiles, également aide dans la construction de certains tunnels près de Guerguerat. Jawed Kaddoudi, que peut-il se passer? Est-ce que maintenant ce déplacement quelque part en personne de Nasser Bourita, ça signifie que Rabat dit clairement à Téhéran, calmez le Hezbollah, calmez-vous avec le Polisario, et dans les prochains mois, on pourra peut-être reprendre langue? Peut-être pas dans les prochains mois. Vous savez, quand on rompt des relations diplomatiques, il faut un certain temps. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire des relations tumultueuses entre le Maroc. Mais c'est vrai que si l'Iran a compris la leçon et demande à Hezbollah, parce que Hezbollah, il reçoit ses ordres de l'Iran, ça tout le monde le sait, et que si Hezbollah arrête ses livraisons et son soutien au Polisario, peut-être que le Maroc reprendrait ses relations avec l'Iran, mais je suis un petit peu dubitatif parce que le problème de l'Iran, je vous cache pas, et d'ailleurs à l'Imri, on va faire une conférence sur la géopolitique de l'Iran pour bien comprendre. Oui. Quelle date? Vous avez la date déjà? Oui, le 15. Merci de me donner le 15 mai. C'est prochainement. Et pour comprendre quelle est la géopolitique de ce pays, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que, comme disent ses adversaires, il veut donc prendre l'influence sur le Moyen-Orient, sur tous les pays musulmans? Est-ce qu'il veut étendre le chiisme donc au détriment du sunnisme, pardon? Et est-ce qu'il a une volonté, si vous voulez, de dominer le monde musulman? Et je pense qu'il faut en tant que chercheur, on n'est pas des politiques, mais en tant que chercheur, avec mon ami Boutaleb, que je signale, que je remercie de sa contribution aussi à l'Imri, qu'on réfléchisse sur ce pays-là, qui est, il faut le dire maintenant, un petit peu un pays clé dans le Moyen-Orient, et avec le rôle qu'il joue aussi vis-à-vis de la Syrie et aussi vis-à-vis de l'Iran. Hafid Boutaleb. Du Yémen, excusez-moi. Hafid Boutaleb, que peut-il se passer maintenant? Alors, c'est très grave qu'à 5000 km du Liban, le Hezbollah soit en train de continuer de mener des activités de soutien et support militaire à une organisation séparatiste. En plus de cela, l'Iran, dans ses communiqués, n'a pas, outre mesure, défendu l'intégrité territoriale du Maroc, pas du tout. Ils auraient dû faire un communiqué en disant « Ah non, pas du tout, nous sommes pour l'intégrité territoriale du Maroc, pour l'unité du Maroc, et effectivement, ce que dit le Maroc est faux. » Là, pour l'instant, la leçon n'est pas comprise. Ils disent « Ah non, vous êtes des menteurs, point. » Ah non, mais attendez, on parle de tunnels, on a donné des détails. Des tunnels, livraison de missiles, entraînement, déplacement d'une délégation du Hezbollah en 2016 à Tindouf, et tout ça, c'est quand même, c'est pas inventé, ça tombe pas du ciel, et ils le savent très bien. Notre ministre est allé jusqu'à chez eux, en signe de bonne foi, pour les mettre devant leurs responsabilités. Donc à un moment donné, ils doivent avouer que à 5000 km du Liban, cette organisation-là est en train de mener des activités graves contre un pays souverain. Quelles conséquences maintenant au Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier du Sahara? On a vu le mandat de la MINURSO qui est prolongé d'à peine 6 mois au lieu d'1 an. Que peut-il se passer? Alors justement, on a eu les déclarations de John Bolton qui demande clairement à ce qu'il y ait un après statu quo et qui souhaite retirer la MINURSO du Sahara, ce qui serait pas une bonne chose puisque ça remettrait en cause la paix et pas le statu quo. Ce serait la paix qui serait remise en cause. Donc aujourd'hui, le Maroc, qui cumule des preuves depuis très longtemps sur l'Algérie et ses alliés, et qui hier d'ailleurs dans le communiqué a pointé du doigt l'Algérie en disant qu'il comprenait la gêne de l'Algérie qui pourrait difficilement avouer, donc le terme utilisé c'est la gêne, qui pourrait difficilement avouer cette connivence. Donc le Maroc a ces preuves-là, il choisit le moment pour les sortir. C'est quoi ce moment-là? C'est
un changement de position au sein des États-Unis, notamment mené par John Bolton, qui considère aujourd'hui que au lieu d'un an, il faut proroger à 6 mois, dans lesquels, s'il n'y a pas de progrès notable, il va falloir reconsidérer l'intégralité de la situation. Donc c'est une manière de rattraper aussi, quelque part, le soutien américain ? C'est une manière de dire aux Américains, on ne négociera pas avec une organisation terroriste qui est alliée à une autre organisation terroriste. Et que si on doit négocier, ça va être avec l'Algérie. Un point, c'est tout. Voilà, si la situation doit être reconsidérée, c'est dans ce sens-là qu'elle doit être reconsidérée. Jawed Khadoui. Non, je pense que ce nouvel incident avec l'Iran est positif pour le Maroc vis-à-vis des États-Unis, parce que les États-Unis, comme vous le savez, sont l'ennemi numéro 1, c'est l'Iran. D'ailleurs, le 12 mai, on va savoir si donc Donald Trump se retire du traité nucléaire. Donc, et Bolton est un faucon, il faut bien le dire. Donc, je pense que ça apportera encore un argument pour le Maroc vis-à-vis des États-Unis, en leur disant, vous voyez, même l'Iran, comme a dit M. Botaleb, à 6000 km, il envoie des missiles, des armes, etc. Donc je pense que ça pourrait être, c'est des arguments que pourrait faire jouer le Maroc au niveau du Conseil de sécurité. Allez, dans un instant, Hafid Bouzaleb, vous voulez terminer ? On conclut. Déjà, il faut rappeler que John Bolton, c'est le conseiller du président des États-Unis à la sécurité, on l'a pas rappelé. Et effectivement, aujourd'hui, le Maroc met les États-Unis aussi devant leurs responsabilités, notamment sur le rôle de l'Algérie. Il y a des preuves de collusion de membres de l'ambassade de l'Iran en Algérie sans que l'Algérie ait réagi, et il y a des preuves de livraison de missiles sur le territoire du Hezbollah sur le territoire algérien. Et puis c'est difficile de venir dire aux Marocains, oui, c'est difficile de venir nous dire, oui, alors faites comme si de rien n'était. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, on protège Israël face aux missiles ces mêmes missiles du Hezbollah. Donc voilà, est-ce qu'on protège que Israël ou alors on protège la communauté internationale contre les missiles du Hezbollah? Moi, je pense que c'est la deuxième option en réalité, mais il faut le Maroc la fasse valoir. Dans un instant, on va parler de Donald Trump.